Bonjour. Le cours que je vais vous présenter a pour but de vous donner les éléments de base en ce qui concerne la préparation des échantillons en immunofluorescence pour la microscopie photonique. Ce cours est proposé dans le cadre de l'Action nationale de formation organisée par les réseaux du RIM et RTMFM, à laquelle j'ai le plaisir de contribuer en tant que membre organisateur et par la présentation de ce cours. Il ne s'agit pas d'un cours exhaustif, il n'y aurait pas assez de temps pour pouvoir le faire. Je vais par contre vous donner quelques éléments pour bien préparer son expérience en amont, en passant donc par le choix des supports, et nous irons après dans le vif du sujet avec les 6 étapes majeures de l'immunomarquage. Donc avant de avant de rentrer dans ces étapes, dans le détail de ces étapes, donc on en distingue 6 qui vont donc vous transformer et préparer votre échantillon de son point de départ qui est donc un échantillon vivant à un échantillon immunomarqué à travers donc l'ensemble de ces étapes. L'échantillon immunomarqué va ainsi être observé au microscope et au moment de l'acquisition, il y aura encore un certain nombre de paramètres qui vont être variables selon la technologie, le choix de la résolution, etc. C'est ainsi que nous allons obtenir une image finale et on peut légitimement se poser la question de mais est-ce que cette image finale représente effectivement mon échantillon initial ou l'ensemble de ces étapes chimiques et ensuite d'acquisition ont apporté des éventuelles modifications et avec apparition d'artefacts. Et en effet, c'est avec l'arrivée de la super-résolution, des technologies de super-résolution, que cette question a été remise en exergue et qui a donné lieu à la naissance d'un groupe de travail interréseau entre le RCCM et à l'époque le RTMFM, piloté par Orestis Faklaris, sur la préparation d'échantillons et sur la pertinence de certaines approches, que ce soit pour la microscopie électronique et la microscopie photonique. Vous avez accès par le site à un document dans lequel vous trouverez une synthèse d'un ensemble de protocoles qui ont été donnés par la communauté. Voici comment est structurée cette présentation que je vous invite à parcourir. Je ne vais pas vous la présenter ici, ce n'est pas le but. Elle a été présentée lors d'une journée thématique en novembre 2017 à Paris. Et sur ce document, vous avez à la fois les étapes communes aux deux types de microscopie, ainsi que celles qui sont spécifiques à l'une ou à l'autre. Et je vais aujourd'hui donc m'atteler à vous présenter les 6 étapes de celles qui concernent la microscopie photonique. Alors encore une fois, avant de rentrer vraiment dans le détail de ces étapes, il faut, pour bien préparer son expérience, se poser quand même un certain nombre de questions en amont pour bien designer son expérience. Et ces points donc vont être importants pour réussir sa manip. Donc, est-ce que j'ai des cellules qui sont adhérentes ou pas? Est-ce qu'il s'agit plutôt de coupe de tissu? Est-ce qu'il va y avoir du live derrière? Quel est le microscope auquel j'ai accès? Pour quelle résolution? Et quelle est aussi la résolution attendue? En effet, le choix en microscopie de fluorescence donne accès à un certain nombre, à une multitude de technologies qui ont évolué ces dernières années et qui amènent donc à des techniques de super résolution pouvant atteindre jusqu'à 10 nanomètres. Alors la bonne préparation, comme je vous disais, à un point de départ qui est effectivement un bon design et une bonne préparation d'échantillons. Et j'ai envie, on va dire, d'être un peu extrême dans ce sens, mais c'est vrai que peu importe le fait qu'on puisse utiliser le dernier cri en microscopie,
la qualité de l'image dépendra forcément de la préparation de votre échantillon. Ici, un exemple tout bête, mais si on utilise une boîte de pétri avec un fond en plastique plutôt que un fond en verre, on ne pourra pas observer correctement l'échantillon. Et donc ce point va être particulièrement critique dans tout ce qui est technique de super résolution, la qualité de la préparation qui sera d'autant plus importante que la résolution augmente et que donc la taille de l'échantillon sera petite. La bonne préparation du design d'une expérience et d'une expérience donc réussie commence par le choix des supports. Une multitude de supports sont aujourd'hui disponibles. Certains sont développés pour des applis biologiques spécifiques, ainsi que pour assurer une meilleure compatibilité avec la microscopie de fluorescence. Vous avez ici quelques exemples de supports courants qui sont plutôt adaptés à des utilisations de cellules ou des coupes de tissus et à de la microscopie inversée. On peut, avec ces supports particuliers, donc ces chambres qui ont un fond en verre, il est possible également de faire du live sur la microscopie observée. Alors, afin d'avoir une excellente qualité optique, effectivement, le verre est donc considéré comme un matériel privilégié et donc on va cultiver ces cellules sur ces supports. Mais donc l'épaisseur de la lamelle va avoir un côté de qualité optique et une épaisseur sera aussi très importante à respecter dans le cadre de la super résolution. Mais l'utilisation du verre va donner probablement et très souvent des problèmes d'adhésion cellulaire, ce qui demandera donc une étape de coating ou éventuellement l'utilisation de supports alternatifs qui ont été déjà traités et avec un coût qui peut être donc supplémentaire. Ici, je vous ai donné quelques exemples de deux supports le plus couramment utilisés, donc les Labtec et les IBD. Un exemple ici pour l'utilisation d'un microscope droit, où on peut continuer donc pour tout ce qui concerne le fixé, la même méthode donc des lamelles. Par contre, il est possible également d'utiliser des chambres qui auront donc une partie amovible. Ici, les deux types de solutions proposées et qui vont donc permettre aussi d'être observées sur un microscope 3. Donc, on va rentrer donc ainsi dans la partie plus protocolaire sur les étapes clés de préparation d'échantillons, qui va passer donc par cette étape importante qui est celle de la fixation, avec deux stratégies principales, celle avec une phase de déshydratation et réhydratation, ou par une réticulation et donc par du pontage chimique. Les fixateurs de cette première stratégie sont notamment le méthanol et l'éthanol, qui sont utilisés à une température très basse. Ce sont des fixateurs et des perméabilisants aussi assez puissants. Et l'autre stratégie, plus connue aussi en microscopie électronique, est l'utilisation de la paraformaldéhyde, plus ou moins mélangée avec de la glutardéhyde. Ces deux stratégies vont avoir des implications dans la conservation de la structure 3D. Donc plus on aura une réticulation forte, plus la structure 3D sera conservée. A contrario, au vu de cette réticulation, l'accessibilité intracellulaire et donc l'immunomarquage sera moins efficace. Un point important
qui est connu beaucoup en microscopie électronique, mais qui n'est pas toujours forcément la règle en microscopie photonique, mais ça l'est de plus en plus quand nous avons fait cette enquête et présentation avec le groupe de travail, c'est de bloquer la réactivité pour éviter une fixation non spécifique des anticorps par la suite, donc avec des blocages par chlorure d'ammonium. Alors, comme je vous disais au tout début de ce cours, encore une fois, la super résolution a mis en évidence la possibilité d'artefacts qui peuvent venir souvent aussi à la fois du choix du fixateur et ou des modalités de fixation. Donc, bien vous documenter et bien effectivement avoir des contrôles ou des aspects qui peuvent vous aider à contrôler cette image finale. Donc ici, je vous ai mis un ensemble non exhaustif, bien sûr, de papiers traitant de ce sujet. L'étape suivante est l'étape de perméabilisation. Cette étape donc, permet la pénétration des anticorps dans les structures intracellulaires. Donc la cellule ou le tissu doivent être perméabilisés au préalable, et cela requiert une incubation avec des détergents, comme par exemple le triton ou le twin, ou bien la saponine qui aura un effet plus doux sur les membranes, et donc on peut à ce moment-là donner et faire des marquages plutôt avec des anticorps membranaires. La concentration des détergents et le temps d'incubation va donc donner des niveaux de perméabilisation et des degrés de perméabilisation différents, qui va être donc plus faible et qui va permettre donc d'accéder aux protéines membranaires, et plus le degré sera fort, plus il sera possible de pouvoir accéder à des protéines plutôt cytosoliques ou nucléaires. Le méthanol, qui est un agent fixateur, a aussi un rôle de perméabilisant, sachant qu'il faut faire très attention avec des températures à moins 20 et pour des temps très courts. Afin d'éviter le background et l'accrochage d'anticorps de façon non spécifique, une étape de saturation se révèle fondamentale, avec deux familles de protéines saturantes. Donc on peut utiliser soit l'albumine de sérum bovin, et dans l'idéal et dans la mesure du possible, le sérum de la même espèce que l'échantillon où l'anticorps secondaire a été marqué révèle une efficacité majeure. Nous arrivons ensuite à une étape clé qui est celle de la sélection de l'anticorps primaire. Nous distinguons donc deux approches principales, une approche directe et une approche de type indirect. Donc dans la directe, on utilise un anticorps primaire directement couplé à un fluorochrome, et dans le marquage indirect, l'anticorps primaire sera ensuite reconnu en dirigeant contre celui-ci un anticorps secondaire qui sera donc lui-même couplé à un fluorochrome. Il faudra aussi faire des tests pour voir si dans les anticorps primaires, on aura un meilleur résultat avec un polyclonal ou avec un monoclonal. Ces deux approches vont avoir des avantages et des inconvénients. Donc celle-ci donne un temps de préparation d'échantillons qui est certainement plus courte, mais n'amplifie pas le signal. Par contre, celle-ci sera beaucoup plus... dans celle-ci, l'amplification du signal sera bien plus importante, même si les temps d'incubation sont augmentés, tout comme on peut éventuellement avoir aussi une petite augmentation du background. Mais le coût très intéressant de pouvoir utiliser
le même anticorps secondaire pour plusieurs anticorps primaires fait que celle-ci, en plus du fait qu'il y a l'avantage de l'amplification, est celle qui est la plus utilisée. Donc, la sélection donc, de l'anticorps primaire ainsi que les conditions d'incubation, la température de l'incubation et sa concentration sont des facteurs critiques qui vont dépendre donc de l'application et aussi et beaucoup de la spécificité de l'anticorps primaire. Ici, je vous ai donné juste une slide du document dont je vous ai parlé au début sur quels sont les points principaux du choix des anticorps primaires. Je ne vais pas m'attarder, je vous laisse aller la regarder directement sur le document en ligne. Je passe donc à la partie sur les anticorps secondaires spécifiques de la microscopie photonique, car couplés à des fluorophores. Le choix ici aussi, pour pouvoir exploiter au maximum les propriétés d'un fluorophore, il est important donc de choisir un couplage en fonction aussi des possibilités qu'on a, que ce soit en source d'excitation ou en filtre d'émission présent sur le microscope. Et le choix du fluorophore doit avoir un certain nombre de caractéristiques, et pour connaître quel est un bon fluorophore, je vous renvoie au cours précédent de Baptiste Monterroso. Les fluorophores aujourd'hui ont été très 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 améliorés, améliorés, notamment pour tout ce qui concerne la stabilité et donc le fait qu'ils sont moins photo-bleachés. Et il s'agit donc des Alexa et encore des plus récents comme les Atto, les Daylight. Quand on a un multimarquage, il est aussi très important de faire attention à des éventuels crosstalk. Il y a un outil très utilisé et très pratique qui est le Fluorescence Spectra Viewer, proposé par Thermo Fisher, dans lequel on peut renseigner les fluorophores, les sources lumineuses, les filtres d'excitation, et il est possible donc de designer, en tout cas d'avoir un aide au design du choix des fluorophores dans le cadre d'un marquage multicouleur. Ici aussi, je vous montre un extrait de quel est un protocole type que vous pouvez trouver dans le document que nous avons édité avec la microscopie électronique, donc dans le cadre du groupe de travail. Nous allons passer maintenant à la dernière étape, donc, qui est celle du montage. Et je vais faire une petite parenthèse sur un peu de physico-chimie. Cette étape est très très importante. Alors elle permet l'augmentation et l'homogénéisation de l'indice de réfraction. Et je vais vous dire pourquoi ce point est très 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 important. Et le milieu de montage va également protéger votre échantillon du photoblanchissement. Alors, l'importance de ce que j'appelle le array matching, donc de pouvoir avoir cette homogénéisation de l'indice de réfraction. Eh bien, chaque matière a un indice de réfraction. Donc, le verre sur lequel vous avez posé votre échantillon a un indice de réfraction qui est égal à 1,51. Celui-ci, posé sur un objectif à immersion avec l'huile, aura un indice de réfraction qui sera donc le même. Si vous avez un milieu de montage qui est du même indice de réfraction que votre huile d'immersion et votre verre, vous avez ce qu'on appelle un matching de votre indice de réfraction. A contrario, si vous n'avez pas les mêmes indices de réfraction entre vos différents milieux, admettons, vous avez un milieu de montage qui a un indice de réfraction à hauteur de l'eau, et bien vous avez ce qu'on appelle de la réfraction et donc un mismatch. La réfraction va en conséquence donner une source vraiment importante d'une perte de résolution, et le signal aussi sera plus faible. Donc on parle d'image dégradée avec une PSF qui ne sera pas correcte.
Et la correspondance donc, tout au long de ce trajet optique donné par des indices de réfraction est vraiment cruciale en microscopie confocale, mais elle le sera encore plus, je me répète, désolé, pour tout ce qui est technique de haute et super résolution. Je vous montre ici des milieux de montage commerciaux qui ont donc des indices de réfraction qui vont de ceux qui se rapprochent plus de l'eau en allant vers ceux qui se rapprochent plus donc, du milieu de montage du verre et d'un objectif en immersion à huile. Les milieux de montage vont avoir d'autres propriétés qu'il faudra prendre en compte. Donc vous voyez ici que le milieu de montage, le choix de ce milieu de montage est vraiment capital. Les milieux de montage, certains sont plutôt liquides et d'autres sont plutôt polymérisants. Alors les milieux liquides vont avoir un problème qui va nécessiter de lutter les lamelles pour que ça ne fuit pas et pour conserver votre échantillon. Alors que les polymérisants sont beaucoup plus, on va dire, friendly, hein, si on peut dire comme ça, parce qu'ils vont polymériser, mais ils vont avoir eux aussi un problème, c'est que si vous voulez conserver une structure 3D, vous voulez aller faire de l'imagerie 3D, les milieux polymérisants vont rétracter votre échantillon et vont donc diminuer, on va dire, entre 10 à 20% la hauteur des cellules. Donc, et si on veut continuer de faire de l'imagerie 3D, il faudra aussi penser à ne pas écraser sa préparation et réfléchir à introduire des spacers. Vous avez ici quelques exemples entre donc votre lamelle et votre lame afin de conserver le plus possible l'épaisseur 3D. Donc, pour conclure, vous l'avez compris, toutes les étapes, vraiment, dans la préparation d'échantillons vont avoir un impact pour une image et un résultat exploitable. Et ceci passe donc du choix des fixations aux étapes de marquage et de montage, avec vraiment une importance dans le choix des milieux de montage. Alors, malheureusement, il n'y a pas de recette magique et unique. Il va falloir tester, surtout quand vous avez un anticorps primaire qui n'est pas connu, faire de la bibliographie. Je vous conseille vivement de réseauter, de contacter les groupes de travail et les mailing lists des réseaux, et puis de participer à des événements comme cette ANF ou à des journées thématiques telles que les groupes de travail peuvent organiser. Voilà, donc j'espère que vous avoir donné des éléments important pour vous aider dans la préparation de vos échantillons et je vous remercie de votre attention. Grazie mille.